samedi 30 mai 2015. Cette semaine dans le grand show de l'info, nous reviendrons sur toute cette affaire FIFA qui a marqué toute cette semaine, corruption mais également réélection après ce congrès, 65e congrès, les explications à suivre. Aux États-Unis, les citadelles marchandes cherchent un nouveau souffle, les montres libres qui sont de retour à Besançon après 25 ans d'absence. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Certains responsables de la FIFA ont été arrêtés en Suisse pour des soupçons de corruption mercredi. Avant d'être placés en détention, les enquêteurs les soupçonnent d'avoir perçu de l'argent pour attribuer les mondiaux 2018 et 2022, mais aussi en ce qui concerne les droits marketing et télé. 47 chefs d'inculpation sont retenus contre 9 responsables de la fédération au total et 5 partenaires dont 2 de raquettes, fraude et blanchiment sur une période de 25 ans. L'enquête révélerait aussi des comptes cachés des entreprises écrans. Bref, c'est donc tout le siège de la FIFA situé à Zurich qui a été perquisitionné dans la journée de jeudi, mais aussi celui de Miami, siège de la Confédération nord-américaine. Et justement, d'où viennent ces milliards de la FIFA? C'est la question que nous nous posons cette semaine. La Fédération internationale de football ébranlée par tous ces soupçons et au cœur du scandale notamment, je vous le disais, les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022, et vous allez voir dans ce sujet que la Coupe du Monde, eh bien, c'est la poule aux œufs d'or de la FIFA. C'est une véritable poule aux œufs d'or. La Coupe du Monde génère à elle seule 85% des revenus de la FIFA. Il faut dire que le mondial est la compétition sportive la plus regardée au monde. Facile de faire monter les enchères donc, et la FIFA ne s'en prive pas. Entre 2011 et 2014, le temps de l'organisation de la dernière Coupe du Monde au Brésil, la fédération a encaissé au total Coupe du Monde et autres compétitions 5,7 milliards de dollars. C'est donc presque 70% de plus qu'il y a 10 ans. La progression est donc spectaculaire, mais la FIFA est, selon ses statuts, une association à but non lucratif devenue au fil des ans une machine à cash. Et l'organisation d'une Coupe du Monde peut rapporter autant, tout d'abord et avant tout, grâce à tous les droits télé, c'est-à-dire ce que payent les chaînes du monde entier pour retransmettre les matchs. C'est ce qui progresse le plus et rapporte le plus. Viennent ensuite les sponsors, ils sont plus d'une vingtaine à payer pour être visibles le temps de la compétition. Tout cela a rapporté 4,8 milliards de dollars rien que pour le mondial au Brésil. Jusque-là, on ne remarque rien d'illégal, les comptes sont même plutôt transparents et tout cela se joue autour de ce qui est, on va dire, opaque, car les enjeux sont colossaux. Pour un pays, décrocher une Coupe du Monde, c'est certes beaucoup de dépenses, mais c'est l'assurance de routes, de stades, d'hôtels flambant neufs, d'une forte fréquentation touristique et d'une visibilité mondiale. Idem pour les sponsors qui s'offrent une pub inespérée, même si le ticket d'entrée est très cher. Et puis l'argent des Coupes du Monde est aussi redistribué pour financer des projets de foot dans les petits pays en voie de développement ou même pour aider les petites fédérations de football, ce qui a souvent été décrit comme un moyen pour les dirigeants de la FIFA d'acheter des soutiens. Les sponsors pourraient également menacer la FIFA de revoir leur parrainage, c'est ce qu'a fait Visa cette semaine, mais il en faudrait beaucoup pour que la FIFA soit ébranlée financièrement par ce scandale. Depuis le début des années 2000 et un précédent scandale, la FIFA s'est imposée de se constituer des réserves. Elle dispose aujourd'hui d'un matelas de 1,5 milliard de dollars, de quoi laisser passer la tempête. Et pour être tout à fait complet, Sepp Blatter a été réélu ce vendredi à la tête de la Fédération internationale de football. Son adversaire, le prince Ali, qui l'avait contraint à un second tour, a décidé de se retirer de l'élection. C'est donc le 5e mandat de Sepp Blatter, âgé aujourd'hui de 79 ans.
Aux États-Unis, les citadelles marchandes cherchent un nouveau souffle, les shopping malls comme on les appelle. Ces citadelles marchandes, symboles de la consommation dès les années 1960, n'ont plus le vent en poupe. Et pour se renouveler et continuer à attirer leur clientèle, ces centres commerciaux connaissent aujourd'hui de profondes transformations et ressemblent de plus en plus à ce que nous pouvons voir en Europe. Couloirs, déserts, escalators à l'arrêt, ce centre commercial du Maryland, autrefois plein de vie, a aujourd'hui des allures de ville fantôme. Avec des dizaines de magasins réunis sous un même toit, ce type de shopping représentait pourtant le rêve de la consommation à l'américaine. Mais depuis 2009, aucun nouveau projet de ce genre n'a vu le jour. Avec l'avènement de la voiture, la Seconde Guerre mondiale et d'autres facteurs, le commerce de banlieue s'est beaucoup développé et les malls ont vu le jour. Ça répondait à un besoin. Mais en réalité, la démographie et les habitudes de consommation évoluent. Et il y a un retour vers le centre-ville, comme ce qui se passe en Europe depuis un certain temps, un endroit où les gens se rassemblent au cœur de la ville. La preuve ici, en plein cœur de Washington. En plus des traditionnels commerces, ce centre commercial flambant neuf abrite des appartements et des bureaux et propose à ses clients musées, cinémas et restaurants. Mais à l'extérieur de la capitale américaine, les malls de banlieue entendent bien faire de la résistance. Construit sur le modèle d'un centre-ville, le complexe de Mosaic District mélange lui aussi magasins et logements, le tout en plein air. Les gens ne font plus seulement leurs courses en fonction de leurs besoins, ils cherchent une expérience. Nous devons donc leur offrir ça à travers le design et le type de personnes que nous associons à notre projet. Le but est de proposer cette expérience pour que les gens aient une bonne raison de venir dans notre centre commercial. Une formule qui séduit de plus en plus d'Américains. Ici, c'est plus facile de se déplacer, on s'amuse, il y a plein d'activités, de boutiques. C'est plus moderne et plus populaire. Des centres commerciaux plus modernes dont la popularité ne se dément pas, preuve que ces temples de la consommation ont peut-être de beaux jours devant eux. LIP, ces trois lettres qui ont marqué le paysage industriel de Franche-Comté au siècle dernier jusqu'à sa chute au milieu des années 70 reviennent en force en 2015. En effet, aujourd'hui, un industriel de la branche tente de redorer le blason de la marque emblématique. Ici, le modèle du général de Gaulle, là, la T18 de Winston Churchill. Les plus grands ont porté ces montres LIP, la célèbre marque horlogère française. Créée en 1867 à Besançon dans l'Est et liquidée en 1977, LIP c'est aussi un conflit social qui marqua les années 70 et la marque aux trois lettres perdit de son prestige pour finir en grande distribution. Mais Philippe Bérard y croit. Le patron de la société des montres byzantines a décidé de relancer la marque en horlogerie-bijouterie. On a découvert qu'il y avait encore autour de cette marque un vrai attachement, aussi bien de gens de génération plutôt ancienne, mais aussi était connu par un certain nombre de gens plus jeunes. SMB a signé un accord d'exploitation pour 10 ans avec le propriétaire basé dans le Gers. LIP revient sur ses terres 25 ans après, une fierté en Franche-Comté. On est un peu orgueilleux de refaire vivre cette marque-là et on espère qu'il y aura d'autres grandes personnalités qui porteront des nouvelles LIP de notre marque. Des nouvelles LIP revissées en gardant l'esprit des montres dites historiques, une montre moderne dans l'esprit vintage. On les remet au goût du jour en augmentant les tailles, en changeant les cadrans pour les adapter à des mouvements nouveaux, des nouveaux calibres. Donc là, vous avez le modèle originel Himalaya et ça, vous avez le modèle tel qu'il sera commercialisé à partir du 5 juin chez les horlogers bijoutiers. À ce jour, une cinquantaine a déjà passé commande. L'objectif, commercialiser 30 000 pièces par an, vendues entre 200 et 500 euros. Sur le cadran, on peut lire LIP Besançon, France, car plus que des montres, elles sont les ambassadrices de toute une région, fières de ses racines industrielles. Un des vrais objectifs de cette nouvelle aventure LIP, c'est réindustrialiser la capitale de l'horlogerie française, Besançon. C'est ramener des emplois à Besançon à terme. La société des montres byzantines se donne 10 ans pour redonner des lettres de noblesse à LIP. En cas de succès, Philippe Bérard aura la possibilité d'acquérir définitivement la marque. Le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine.
Dans l'actualité cette semaine, la justice a tranché, l'UMP pourra changer de nom et s'appeler les Républicains. Les adhérents du parti votent tout le week-end pour valider ce choix. Le congrès refondateur se tiendra ce samedi. Outre le nom, il doit entériner les nouveaux statuts du parti et la composition de son nouveau bureau politique. La Commission européenne a demandé aux États membres de prendre en charge 40 000 demandeurs d'asile syriens et éthiopiens. La France doit à elle seule en prendre plus de 9 000 migrants, une répartition qui n'est pas du goût de tout le monde, surtout lorsque le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark bénéficient d'une exemption leur permettant de refuser de s'associer à cet effort de solidarité. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français, a estimé que les mesures de l'Union européenne devaient être complétées et que la répartition devait tenir compte des efforts déjà effectués par les États membres. Le gouvernement britannique a officialisé la tenue d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne mercredi. David Cameron l'avait donc annoncé lors de la campagne. Un projet de loi va donc être présenté pour l'organiser d'ici à la fin de 2017. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth II devant le Parlement de Westminster à l'occasion du traditionnel discours d'investiture. La Grèce serait-elle proche d'un accord avec ses créanciers? C'est en tout cas ce qu'a affirmé Athènes mercredi en déclarant que des équipes étaient en train de rédiger un texte malgré certaines divergences qui persistent. Du côté de l'Union européenne, il n'y a pas eu de confirmation d'un accord, mais un progrès a été évoqué. On se rappelle que la Grèce doit près d'1,6 milliard d'euros au FMI. Le sujet a bien évidemment été évoqué lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 ce jeudi à Dresde. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur radio-one.fr. Merci à tous.